On m'a chargé de vous parler du sexe et de l'Occident, une histoire du plaisir, c'est-à-dire d'essayer de regarder 4 ou 5 siècles d'évolution du thème. Le plaisir, le désir, la sexualité, ça semble être un phénomène qui n'a pas d'histoire, puisque on peut penser que la sexualité doit être, peut-être, la même dans tous les peuples, dans toutes les sociétés. Pas du tout. Chaque société a sa façon de la gérer. Évidemment, le sexe est un phénomène individuel, d'un côté, mais c'est aussi un phénomène social, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de conventions et beaucoup plus fréquemment encore de pressions, d'interdits, non seulement de tabous, mais de beaucoup d'autres choses. Il est un temps, je vous en parlerai un peu, où certaines attitudes sexuelles, qui aujourd'hui paraissent sinon normales, du moins licites, étaient l'objet de condamnations à mort. Et ce temps n'est pas aussi éloigné que cela. C'était dans notre histoire, à l'époque de la Renaissance, au moment même où les Italiens découvraient la perspective et où la Renaissance s'installait dans notre civilisation. C'est à peu près à ce moment-là que je vais me placer. On pourrait remonter plus loin parce qu'en réalité, notre pratique de la sexualité a été à peu près définie par les Grecs. Nos ancêtres lointains, bien avant le christianisme, ils avaient à peu près deux choses, ils avaient deux idées importantes que je vais laisser en filigrane pour revoir tout à l'heure leur apparence, leur modification pendant les derniers siècles et peut-être leur modification la plus récente. Ils avaient insisté d'un côté sur un mariage hétérosexuel fondateur mais qui servait à la reproduction, mais ils donnaient aussi aux hommes une place particulière dans la sexualité. Vous vous demanderez si elle a changé aujourd'hui, vous aurez sans doute vos réponses personnelles, en leur disant que le plaisir n'était pas obligatoirement dans le mariage. Pour la femme en tout cas, le mariage était un devoir de reproduction. Et pour les hommes, ils avaient la possibilité d'un double comportement sexuel, d'un double standard de comportement, qui n'était pas seulement d'ailleurs la fréquentation des prostituées, mais aussi la fréquentation pour les hommes adultes mariés de jeunes éphèbes, de jeunes garçons, qui à leur tour deviendraient un jour des hommes mariés, qui fréquenteraient aussi de jeunes éphèbes. L'homosexualité, dans la Grèce antique, était définie comme quelque chose de possible à condition qu'elle soit une faiblesse de la jeunesse, le partenaire passif, soit une pénétration de celui qui est le plus actif. L'essentiel, dans tous les cas, était l'indication que l'homme avait comme mission sexuelle la pénétration. Et c'est quelque chose qui est resté, vous le verrez, en filigrane dans des phénomènes importants et qui ont motivé, par exemple, des mises à mort au XVIe, au XVIIe siècle, voire au XVIIIe siècle encore, puis des idées différentes sur ce que l'on a fini par appeler des comportements sexuels anormaux, mais qui étaient des interdits majeurs auparavant. Alors je vais d'abord me placer dans une perspective longue pour essayer de vous faire d'abord comprendre quel est un peu l'enjeu du phénomène sexuel. Pour un historien, c'est quelque chose qui est relié au fonctionnement de la société. Pour un spécialiste des comportements animaux et de ceux de l'homme également, pour ceux qu'on appelle des éthologues ou des spécialistes de la biologie,
c'est quelque chose qui appartient au niveau de la nécessité de survie et de la reproduction. Freud a dit d'autres choses, au XIXe siècle, bien sûr, mais en premier lieu, la sexualité est un mécanisme reproducteur, que ce soit chez l'humain ou que ce soit chez l'animal, avec des spécificités extraordinaires chez l'homme. Desmond Morris, par exemple, un grand spécialiste du singe nu, c'est-à-dire des primates et de l'homme en particulier, dit que le plaisir n'existe peut-être pas dans les autres espèces animales, mais que chez l'homme, selon sa théorie, que je ne prends pas spécialement à mon compte, mais que je vous signale, mais que chez l'homme, le plaisir était une ruse de la nature pour sceller le couple, le temps nécessaire à la survie du petit enfant, parce que le petit enfant d'homme exige de longues années avant d'être viable, à la différence de la plupart des petits animaux qui sont viables presque immédiatement, en tout cas très rapidement. Donc pour lui, pour Desmond Morris, qui est un Anglais spécialiste de ces questions, sa théorie est que le plaisir humain est un phénomène qui a une relation non pas avec la culture directement, mais avec le biologique. Les hommes ont eu, et les historiens ont suivi leurs idées là-dessus, d'autres explications. Freud nous dit, lui, que le plaisir fait partie des pulsions, c'est-à-dire de ces pulsions de vie et de mort qui sont celles du fondateur de la psychanalyse. Je ne vous dis pas de prendre obligatoirement en compte ce qu'il dit, mais de réfléchir sur le fait, effectivement, qu'il y a une force vitale dans la sexualité et que c'est un des grands problèmes qui se sont posés au christianisme, sous toutes ses formes, depuis ses origines. Parce que dans notre tradition occidentale, le christianisme, il y a déjà un bon 2000 ans, a décidé très clairement de séparer l'âme et le corps, tout en disant qu'elles sont parfaitement unies, mais en rappelant une chose, qui est le grand problème que le christianisme pose à la base du phénomène sexualité, c'est que l'âme est fondamentale, c'est elle qu'il faut sauver, mais que le corps et les exigences du corps risquent de créer les conditions inverses, c'est-à-dire d'empêcher le salut de l'âme. Donc depuis 2000 ans, et ce n'est pas fini, sous nos yeux, en 1999, le nouveau catéchisme catholique, par exemple, est revenu sur des thèmes de ce genre-là, et sur des idées importantes à ce niveau, et vous savez à quel point il y a du côté de la papauté un intérêt pour la question. Donc, depuis ces 2000 ans, le problème est d'essayer de savoir comment harmoniser cette force brute qui est celle de la sexualité, qui existe et qui est nécessaire parce que sinon l'humanité disparaîtrait, avec l'exigence de sauver l'âme plus que le corps. Donc le discours qui a été le discours longuement élaboré et mis en place par l'Église catholique et qui reprend aussi une partie du legs grec à travers, par exemple, les conceptions de la médecine antique, de la médecine grecque, telle que les médecins de la Renaissance l'ont récupérée et l'ont injectée dans le christianisme. Donc les idées qui ont été celles du christianisme ont été, pendant très longtemps, encore aujourd'hui pour une bonne partie, que l'idéal pour l'être humain est d'éviter la sexualité quand il le peut, c'est-à-dire la sainteté, la nonne se marie à Dieu, reste vierge et évite le danger qui est celui de la mise en cause de son âme et de son salut, mais pour le maximum des autres, ceux qui ne peuvent pas, la seule solution possible, c'est la sexualité uniquement encadrée dans le mariage. Un mariage où l'explosif du sexe est tenu sous le boisseau,
contrôlée, et contrôlée très étroitement. Par ailleurs, ce n'est pas une nouveauté de vous signaler cela, aussi bien les Grecs que le christianisme, que les médecins du XIXe siècle, et je pense aussi quelques médecins d'aujourd'hui, conservent l'idée que dans notre société, une bonne partie des choses importantes passent plus par l'homme que par la femme. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une distinction extrêmement importante entre la sexualité masculine et la sexualité féminine, entre le droit au plaisir pour l'un et pour l'autre. Si je me place au début donc de la fresque que je voudrais essayer de vous brosser à grands traits, et on pourra, si vous le voulez, répondre, je pourrais répondre à certaines de vos questions s'il y a des choses qui vont trop vite ou qui vous paraissent un peu difficiles à comprendre dans ce que je dis. J'espère que non. Si je me place donc vers les années 1500 à peu près, en pleine civilisation chrétienne, qui va bientôt se couper en deux entre protestants et catholiques, mais où l'essentiel des connaissances sur le sexe passe par une médecine antique qui a été ingérée par le christianisme. L'idée de base, c'est qu'il y a une énorme différence entre le corps de l'homme et le corps de la femme. Ça va rester très longtemps dans les traces même qui vont jusqu'au fantasme de nos jours. Selon la médecine grecque antique, les corps humains étaient composés de 4 éléments. Il y en a 2 qui sont des éléments masculins par excellence. Il y a plus de ces éléments chez l'homme, et 2 qui sont plutôt féminins. C'est pour l'homme la chaleur et la sécheresse. L'homme est un être majoritairement chaud et sec. C'est pour ça qu'il est attiré par Dieu. Et la femme est un être beaucoup plus humide et froid. C'est ce que l'on pensait jusqu'à Molière. Les médecins de Molière ont encore cette conception des choses qui vient de l'Antiquité. Et la femme froide et humide est lunatique, c'est-à-dire que la lune pèse directement sur elle et qu'elle suit donc le rythme des marées et qu'elle est un animal sexuel indomptable et insatiable, tiré du côté de quelque chose qui la rend totalement incapable de se contrôler. C'était les explications masculines des médecins de l'époque. Et de ce fait, très attirée par le sexe, son plus grand péché, celui que l'on met en valeur au XVIe, XVIIe siècle, c'est d'être lubrique par nature. Et tellement lubrique que dans le tiers-livre de Rabelais, tout le tiers-livre de Rabelais est basé sur la quête du malheureux Panurge. Vous connaissez sans doute ce héros. C'est un personnage qui s'en va à la recherche d'une seule chose. La question qu'il se pose est toute simple, parce que c'est un chrétien. Il se dit, si je ne me marie pas, je vais griller en enfer, parce que je passerai à des actes sexuels interdits, étant donné qu'ils seront hors du mariage, quel qu'il soit, la masturbation étant le moindre, mais n'importe quelle autre chose. Mais si je me marie, qu'est-ce qui va m'arriver? Et tout le tiers-livre de Rabelais, c'est cette quête. Et il consulte tous les spécialistes de son époque, en commençant par les médecins, parce que Rabelais était médecin, et tous lui disent, eh bien, si tu te maries, tu seras cocu. Parce qu'il est absolument impossible que tu ne le sois pas. La femme est absolument poussée par sa nature, comme dit un texte célèbre du tiers-livre, elle porte en elle un animal, l'animal c'est l'utérus, qui est carrément un phénomène indépendant, et qui la meut, et qui la meut à rechercher le contact sexuel permanent. Donc, vous lirez cette page que vous trouverez aisément dans les œuvres complètes de Rabelais, qui raconte la conception médicale, mais le théologien dit encore pis, évidemment, puisque pour lui, la femme étant née d'une côte d'Adam,
Elle n'a pas d'âme en plus, et elle tire l'homme vers le bas, froide et humide, elle l'emmène vers les enfers qui sont là, précisément, non pas dans le ciel, mais en dessous, vers le bas. Et même si nous, on les représente avec beaucoup de feu et de flammes, ils sont visqueux, humides, ils sont du côté de cette nature féminine, imprévisible et dangereuse. Alors c'est sur cette base, qui est une base théorique, hein. Ça ne veut pas dire que chacun, dans l'univers de cette époque, considère que la femme est une marée perpétuelle ou qu'on ne peut pas approcher d'elle sans avoir des ennuis divers. Il n'empêche, c'est une sorte de conception de base qui fonde un patriarcat extrêmement solide sur une idée toute simple. La femme est une éternelle mineure par nature, parce que si on la laisse toute seule, non seulement elle va périr, elle va ne pas faire son salut, elle va ne faire que des bêtises, mais elle va entraîner les autres avec elle, c'est-à-dire elle va entraîner la totalité de l'humanité avec elle. Il faut absolument qu'elle soit encadrée, jamais sans une tutelle d'homme, dans le mariage, sauf si elle a la chance, la possibilité et la sainteté d'atteindre la position de la nonne ou celle de la sainte proprement dite. À partir de là, la base d'enfermement de la sexualité occidentale, c'est, jusqu'à nos jours, pas exactement, moi je pense, j'en parlerai à la fin, jusqu'aux années 1960-70 en Europe, et peut-être un millénaire de plus aux États-Unis, dans le mariage monogamique sacré, avec obligatoirement, dans sa conception fondamentale, un mariage hétérosexuel. Un mariage obligatoirement hétérosexuel, c'est la raison pour laquelle aux États-Unis actuellement, la lutte se concentre précisément sur le problème du mariage gay. Il y a là véritablement l'un des pivots de la civilisation occidentale telle qu'elle a été définie pendant des centaines d'années et que les États-Unis ont hérité, que nous possédions aussi intégralement jusqu'à une époque assez récente. Ce mariage, et j'arrive à la sexualité, est le seul réceptacle d'une sexualité légitime, non seulement en termes moraux, mais également en termes légaux. C'est-à-dire qu'au XVIe et XVIIe siècle, toute sexualité hors du mariage est interdite. Et dans le mariage, la sexualité ne peut être qu'une sexualité parfaitement définie, c'est-à-dire limitée au désir de procréation. Le mariage, en termes du XVIe et du XVIIe siècle, n'est pas fait pour le plaisir. Les confesseurs font très attention à ce qu'ils appellent le péché de volupté. Ils disent aux femmes, attention, est-ce que vous avez trop d'attachement à votre mari? Est-ce que vous cherchez trop de volupté dans la relation sexuelle? Parce que c'est dangereux, c'est un péché mortel. Le mariage est fait pour être fécondant, c'est-à-dire qu'il ne peut être, en termes simples, que les confesseurs de l'époque, puisque c'est le temps des manuels catholiques de confession, pour les pays catholiques bien sûr, que les confesseurs vont dire dans le secret des confessionnaux aux millions d'hommes et de femmes qu'ils ont devant eux, le mariage, c'est ne jamais gâcher la semence, toute contraception est interdite, tout mouvement contraceptif est interdit, l'onanisme est non seulement un péché, mais c'est un délit, tout ce qui gâche la semence est interdit, et d'ailleurs dans ce mariage, les confesseurs font très attention à ce que l'on n'utilise qu'une seule position sexuelle, qu'on a depuis nommée la position du missionnaire, pour des raisons qui tiennent à une plaisanterie sur ce genre, c'est-à-dire surtout que jamais la femme ne prenne la position dominante. Un confesseur de la fin du XVIe siècle raconte que dans la Bible, justement, certaines invétérées de l'Ancien Testament, bien sûr, se sont laissés aller à chevaucher leur mari et que Dieu a été tellement mécontent qu'il a envoyé le déluge.
parce que c'est interdit, c'est impossible, ce sont des choses qui ne se font pas. Donc il y a véritablement une surveillance par le confesseur de la sexualité et des formes de la sexualité. Lorsque peu à peu, au XVIIIe siècle, va être un peu développée la technique du coït interrompu, en particulier dans la France, qui depuis a conservé une image pas très bonne aux yeux de ses voisins, de perversité et d'usage de choses un peu anormales. Lorsque le coït interrompu est arrivé, dans le fond des campagnes, les démographes ont dit que les turpitudes les plus extrêmes commençaient à arriver jusqu'au fond des campagnes françaises. Ils faisaient allusion à ce genre de choses. Qu'est-ce que ça signifie aussi? C'est qu'au XVIe et XVIIe siècle, toute autre forme de sexualité est non seulement interdite, mais poursuivie. Poursuivie non pas par l'Église, elle le faisait auparavant, mais l'Église, comme vous le savez, est toujours relativement gentille, elle essaie de convaincre. Et au Moyen-Âge, les tribunaux d'église qui s'occupaient de ce que l'on faisait de mal sexuellement, les officialités, en d'autres termes, ne donnaient comme peine que des petites amendes ou quelques pater et ave, quelques vagues petites punitions. À partir du XVIe siècle, et surtout de la seconde moitié du XVIe siècle, dans une conjoncture de les protestants veulent être plus performants que les catholiques plus performants que les protestants dans ce domaine, on évalue, on étalonne une échelle de crimes sexuels des plus communs et des plus simples, toujours punissables, aux plus horribles. En bas de l'échelle, avoir des relations sexuelles hors mariage, pour des jeunes gens par exemple, en fait partie. Auparavant, il y a bien sûr la masturbation, mais les juges de l'époque disent c'est un crime, seulement on n'a pas vraiment les moyens de le poursuivre. Il faudrait avoir un œil dans beaucoup de foyers. Donc c'est un crime, mais bon, on ne peut pas le poursuivre. En tout cas, c'est interdit. Et c'est encore quelque chose d'ailleurs qui est un crime au sens précis du terme aux États-Unis aujourd'hui. Il est un cas qui permet par exemple d'interdire d'entrer dans des académies militaires. West Point, il n'y a pas si longtemps, vérifiait qu'il n'y avait pas ce genre de choses chez ses futurs cadets. Bon, donc le premier niveau, c'est les relations sexuelles hors mariage, c'est-à-dire les jeunes gens, les veufs, etc. C'est ce qu'on appelle du stupre et de la fornication. C'est poursuivi et le roi de France a même émis un texte qui est l'équivalent d'une loi en 1557, c'est Henri II, qui est une loi visant directement la partie faible, c'est-à-dire la femme, essentiellement. C'est ce qu'on appelle la loi, l'édit sur le recel de grossesse. L'édit sur le recel de grossesse, ça signifie que le texte dit « Toute femme qui a un enfant hors mariage et qui ne le déclare pas aux autorités sera condamnée à mort si l'enfant meurt dans n'importe quelle circonstance, même par accident. » Et il y a eu des centaines de femmes qui ont été pendues en France pour recel de grossesse. Ça visait en particulier des veuves, ou surtout des filles déflorées par leur maître, des bonnes, etc., qui n'osaient pas le dire, qui dans certains cas tuaient leur bébé, ou le jetaient, le noyaient, mais dans d'autres cas simplement accouchaient, abandonnaient l'enfant qui était mangé par un animal, etc., et ça donnait la situation en question. Les crimes sexuels sont de plus en plus importants dans l'échelle que je suis en train de définir. Au-dessus de cela, il y a l'adultère. L'adultère est aussi considéré comme très important. Certains tribunaux français du XVIe siècle condamnent à mort pour adultère. Le Parlement de Paris trouve que c'est exagéré. Alors ils se contentent d'envoyer les femmes 3 ans dans un monastère, à vie si leur mari ne les reprend pas
au bout des 3 ans en question. Les maris ne sont pas envoyés au monastère. Mais il y a quand même une légère différence entre l'homme et la femme, comme je vous le signalais tout à l'heure. La bigamie ou la trigamie, la polygamie, était l'objet, à la fin du XVIe siècle, d'une peine de mort, y compris au Parlement de Paris. Donc, ça pouvait être l'objet d'une peine de mort, parce que c'était le sacrement de mariage et qu'il était considéré comme le fondement même du lien social. Et puis après, il y a tous les cas qui sont véritablement l'objet de peines de mort extrêmement spectaculaires, qui se passent en général par le feu, brûlés vifs, et qui sont par le feu ou pour les nobles. En France, on leur donnait le privilège d'être décapités à l'épée, pour ne pas être pendus comme les roturiers. Alors par exemple, l'inceste entre frères et sœurs, de superbes cas, si je puis dire, de jeunes gens ainsi qui ont été exécutés au début du XVIIe siècle sous le règne de Henri IV, un frère et une sœur, les frères de Ravalais, des nobles, bien que leur père était un familier du roi. Ils ont perdu la tête, effectivement, ils ont été décapités, et ça a tellement intrigué les littéraires qu'ils en ont fait toute une série de belles histoires qu'on retrouve jusqu'au XXe siècle. Il y a toute une série d'histoires qui ont été brodées autour de l'affaire réelle de ces deux frères. De ce frère et cette sœur, pardon. D'autres cas considérés comme encore plus graves, c'était ceux entre le père et la fille. Là, c'était la peine de mort, y compris pour la fille, même si elle n'était pas obligatoirement consentante. Plus grave encore sont les cas dans lesquels il y a commerce avec des animaux. Par exemple, c'était tellement grave aux yeux du Parlement de Paris qu'il ordonnait de brûler les procès avec les coupables, si bien qu'on n'a pas les documents. Mais Pierre de l'Estoile, un chroniqueur, qui était un personnage intéressé par ce genre de choses et qui avait un copain au Parlement de Paris, nous en a conservé un des cas. C'est le cas d'une femme, il a obtenu la sentence de son ami greffier au Parlement, il l'a copié dans son registre, donc on connaît bien le cas, et cette femme a été exécutée, a été brûlée vive, parce qu'elle avait eu des rapports trop affectueux avec un grand chien blanc, et le grand chien blanc a été exécuté également. Car on exécutait les animaux en question. Par exemple, les juments, les petites juments qui étaient connues par des hommes, etc. Encore plus grave, au sommet de l'échelle, il y a l'homosexualité. L'homosexualité entre hommes ou le lesbianisme, qu'on appelait de divers noms à l'époque, peu importe, qui était l'objet, partout en Europe, d'une peine de mort. À Genève, dans la Genève de Calvin, on noyait les coupables vivants dans le lac, et en France, on les brûlait vifs. Quant à Philippe II d'Espagne, il conseillait à son demi-frère Don Juan de jeter les marins qui étaient coupables de ce crime vivants dans la mer pour que toute trace en disparaisse et qu'ils soient punis comme ils le méritaient. Donc cette échelle de crime n'existait pas auparavant. Ça ne signifie pas que l'on a, bien sûr, massacré toute la population et que l'on a poursuivi tous ceux qui étaient homosexuels, puisqu'il y a des rois, par exemple, qui étaient aussi homosexuels. Henri III, roi de France, était homosexuel, mais les rois étaient à part. Eux, ils avaient droit à une indulgence particulière, surtout parce qu'ils étaient sacrés. Et aussi parce qu'on ne poursuivait pas la totalité des homosexuels, on n'a pas non plus poursuivi toutes les femmes qui ont avorté, crime qui était puni de mort à l'époque, tout comme le recel de grossesse, etc. Il n'empêche, la législation est une législation qui définit en réalité la sainteté du mariage et le mariage comme seul lieu dans lequel puisse se développer un sexe qui n'est pas un sexe de recherche du plaisir, mais un sexe procréateur, un sexe à vocation
de croître et multiplier, comme le dit le message biblique, en d'autres termes. Cette trace est restée très intensément dans notre fond culturel européen et américain, puisque chez nous, ça n'a véritablement, fondamentalement changé que depuis quelques décennies. Au fond, je ne parle pas de la punition des crimes, mais de l'importance du mariage, et d'un mariage qui, en Italie, ne pouvait pas aboutir à un divorce, comme vous le savez, avant une époque récente, avec une surveillance dans les pays catholiques par les confesseurs, une surveillance sur le comportement quotidien des hommes et des femmes qui étaient interrogés très précisément sur leur position sexuelle, sur le nombre de fois, sur le plaisir qu'ils ressentaient, sur les excès qu'ils pouvaient commettre, par exemple, sur l'interdiction totale d'avoir des relations contre nature, comme on disait avec sa femme, contre nature, impliquant ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire quelque chose qui est destiné à ne pas être fécondant. Cette période est une période, 16e, 17e siècle, qui a été aussi marquée par autre chose. À mesure que l'on lutte contre le sexe, qui est pourtant une nécessité vitale par ailleurs, on crée par nécessité et par opposition des réactions, c'est-à-dire des transgressions. C'est à partir du milieu du XVIIe siècle qu'est née la pornographie. Auparavant, ça venait un peu d'Italie, sous la forme des gravures de l'Arétin, mais les grands livres pornographiques ont commencé à apparaître au milieu du XVIIe siècle, à un moment d'ailleurs où on pouvait être brûlé vif pour avoir écrit un livre de pornographie. Claude le Petit, avocat parisien, un peu plus de 20 ans, brûlé vif pour avoir écrit des livres licencieux au début du règne de Louis XIV, dans les années 1660, par exemple, pour avoir écrit des poésies trop érotiques, trop pornographiques, parce qu'il était interdit d'en parler. Cacher ce sein qu'on ne saurait voir, vous savez, dans la fameuse pièce de Molière, c'était une réalité d'ailleurs, puisque à l'époque, non seulement le mariage était une prison, mais le corps le devenait aussi. Il ne fallait plus parler ni regarder les parties honteuses, comme on disait, c'est-à-dire le sexe, les parties basses, et la mode espagnole impliquait de recouvrir la totalité du corps, de n'avoir aucun espace qui soit visible à l'œil nu, et même pas la face, puisque la face, même pour les hommes, était maquillée, comme on le voit dans le film Don Juan, qui suit les traces de l'époque. Il ne fallait pas que la moindre parcelle de chair apparaisse, parce que la chair était la tentation. Chez les protestants, on allait même plus loin, mais je ne vous apprends rien, puisque pour eux, ils considéraient que les danses étaient par définition lascives et qu'il fallait les interdire parce qu'elles conduisaient au désir sexuel. C'est ce qui se passe à partir du milieu du XVIe siècle dans les mondes calvinistes, protestants ou dans d'autres régions, par exemple. Mais en même temps, comme je vous le signalais, apparaissent toute une série de transgressions. C'est dans les plis de ces interdits qu'il est difficile d'imposer que se mettent en place des sortes de réactions et que les ancêtres du marquis de Sade commencent à apparaître. Et la transgression devient un besoin au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, qu'on appelle un siècle érotique, c'est en fait une sorte de relâchement de la pression après 2 siècles de lutte théorique contre la sexualité hors mariage. Et le XVIIIe siècle, aussi bien français qu'anglais, j'ai essayé d'étudier les deux, parce que l'Angleterre et la France m'intéressaient, étant donné qu'elles n'avaient pas la même base religieuse. L'une est anglicane, donc de fonction protestante, l'autre est catholique. En fait, l'essentiel ne se passe pas réellement dans la religion. Il se passe dans quelque chose d'autre, d'occidental, qui existe depuis les Grecs et qui a subi et qui a pris toutes les formes en s'adaptant à toutes les époques.
Quand la religion était dominante, c'était une explication morale et religieuse de l'interdit du sexe. Quand elle ne l'est plus, au XVIIIe et au XIXe siècle, on trouve d'autres explications à l'interdit du sexe après une période de relâchement plus ou moins longue. Le XVIIIe est une période de relâchement, mais ça va être suivi au XIXe d'une période très victorienne, d'une période d'interdit très fort. Pas religieux cette fois, là c'est la faute des médecins, je vous le dirai tout à l'heure, même si c'est un peu provocateur de le dire dans une assemblée comme ici. Mais ils ont pris le relais de ces interdits avec d'autres explications. Donc le XVIIIe siècle, pour en dire quelques mots, pour prendre l'Angleterre qui est sans doute un peu moins connue que la France, le XVIIIe siècle a inventé non pas la pornographie mais l'érotisme. C'est-à-dire une série d'images, de rêves et de transgressions, avec chez les catholiques ce supplément de plaisir qu'il y a à pécher, puisque, comme dit saint Augustin, il faut avoir péché pour pouvoir être pardonné. Donc il y a aussi dans le monde catholique une sorte d'indulgence envers les péchés du sexe, même si les autorités civiles les encadrent de très près. Au XVIIIe siècle, on a donc la définition d'un univers érotique anglais. Les Anglais appellent ça le Maryland. Maryland, c'est-à-dire une sorte de paysage merveilleux. Paysage merveilleux qui est un corps de femme gigantesque. Toute la nature est un corps de femme. Des seins, des fesses, etc. Toute une série d'images qui sont des images érotiques dans une production littéraire et dans une production artistique qui touche surtout les couches supérieures, bien sûr, les citadins, pas les paysans, bien sûr, mais je n'ai pas le temps de vous parler d'eux. Ils vivent, eux, dans des mondes sexuels assez différents. Si vous avez des questions, je vous répondrai tout à l'heure. Donc, cette production d'un univers érotisé, qui est celui, en film de Barry Lyndon, si vous voulez, Barry Lyndon, le film, mais qui est basé sur toute une série de livres érotiques qui ont leur pendant en France, parce que la France produit au même moment exactement la même chose en masse, bien avant le Marquis de Sade. Toute une série de choses qui sont en train de dire qu'il y a du plaisir à rechercher dans la sexualité. Mais quel plaisir? Jusque-là, le plaisir pouvait être masculin et féminin, pour une raison très simple. Dans le mariage, les médecins formés à l'image grecque, si je puis dire, pensaient généralement qu'il fallait un plaisir féminin et masculin pour avoir un bel enfant. Donc pour bien produire, pour faire de beaux enfants, il faut un orgasme masculin et féminin. Ça, c'était le message des médecins. Les théologiens n'avaient pas du tout le même avis, bien sûr. Pour eux, le plaisir de la femme était extrêmement dangereux. Au XVIIIe siècle, on se met à travers cet érotisme, qui est un érotisme très masculin, écrit par des hommes, pour des hommes. D'abord parce que les femmes, même en Angleterre, lisent moins que les hommes, même si les pays protestants lisent plus que les pays catholiques, lisent plus que la France par exemple. Donc c'est une production d'hommes pour des hommes qui leur racontent ce qu'ils aimeraient voir. Alors ce qu'ils aimeraient voir, dans cette définition nouvelle, à l'usage des bourgeois moyens et supérieurs, des aristocrates, des citadins, des maîtres de métier, etc. Enfin, des citadins de couches moyennes, supérieures et quelquefois de zones intermédiaires, comme Stevenson a pu leur écrire de nombreuses choses, y compris érotiques, pour leur expliquer ce qu'ils désiraient. Donc, dans leur esprit, ils veulent une femme molle et douce, très passive, et qui ne cherche pas son plaisir. On est en train de retirer le plaisir du secteur de définition de la sexualité pour la femme.
Le plaisir, c'est une affaire d'homme à partir du XVIIIe siècle. C'est pour ça, à mon avis, que à ce moment-là, brutalement apparaît aussi toute une littérature sur la masturbation. Elle est inventée précisément en Angleterre dans les années 20 du XVIIIe siècle, avec comme message, surtout, la masturbation, non pas rend sourd, comme on dirait aujourd'hui, mais tue. Et pas lentement. Elle tue très vite. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a sur le corps humain, en particulier le corps masculin, Tissot, même mon voisin vous en parlera mieux que moi, Tissot, le médecin qui a repris peu après ces formulations, a longuement raconté ce qu'il en était, avec une théorie quelque peu compliquée, que je résume et que je caricature en quelques termes, qui est que l'excès de semence qui est ainsi rejetée hors du corps dans quelque chose de non naturel, ça veut dire, c'est pas le mariage, hein, en fait. Ça veut dire, c'est pas la pratique fécondante à l'intérieur du mariage, parce que le naturel, c'est ce que l'on peut mettre à l'intérieur du mot. Donc, ceci conduit à la mort à brève échéance. Charles Amiel, un peu plus tard, a raconté dans son autobiographie qu'il avait l'impression de mourir très vite. Peut-être qu'il avait un peu trop de pratique. Et quant au futur ministre anglais Gladstone, quand il était dans son université, tout jeune étudiant, il écrivait avec la délicatesse toute anglaise que, effectivement, comme dit Tissot, je sens bien que je suis en train de perdre autant d'onces, autant de sang, en gros, je vais en mourir aussi. Bon, ce qui est un aveu sur ce qu'il faisait de ses loisirs, qui n'étaient pas de ramer sur la Tamise avec les équipes d'Oxford ou de Cambridge comme aujourd'hui. Mais donc, d'un côté, apparaît une sorte de syndrome nouveau qui va se développer pendant tout le XIXe siècle, qui est non pas le refus du plaisir pour la femme, mais l'idée que le plaisir pour la femme n'est pas relié à sa partie la plus noble. C'est-à-dire qu'une femme qui a du plaisir n'est pas obligatoirement une femme honnête. C'est une idée que les médecins et les victoriens du XIXe siècle vont reprendre. Le XVIIIe siècle est un XVIIIe siècle érotique, mais en fait faussement érotique. En réalité, il est en train de placer sur le devant de la scène une idée nouvelle de la relation sexuelle homme-femme, toujours à l'intérieur du mariage indispensable. Le mariage est toujours extrêmement important, extrêmement valorisé. Mais désormais, il faut expliquer pourquoi la femme mariée ne peut pas vraiment avoir de plaisir, sauf à être une catin, et que de ce fait, ça laisse à l'homme la possibilité d'aller chercher son plaisir hors des bras de sa femme. Il fait son devoir avec sa femme, elle aussi, et il va chercher le plaisir chez les spécialistes de l'amour vénal. C'est ce qu'on appelle le double standard de comportement dont je vous parlais déjà pour les Grecs et qui existait évidemment auparavant. Mais là, il s'enclenche à l'intérieur de quelque chose de nouveau, c'est que la pression religieuse et la pression morale perdent du terrain. Ce n'est plus simplement au nom de la peur de l'enfer que l'on peut interdire d'avoir des relations sexuelles contre nature, que l'on peut interdire l'homosexualité, la sexualité hors du mariage. Donc, on la place sur des arguments qui sont des arguments scientifiques. Au XVIIIe siècle, c'est la médecine qui prend des arguments comme quoi il ne faut pas se masturber, c'est-à-dire qui dit en d'autres termes que l'idéal, c'est le mariage. Enfin, qui tente de culpabiliser. Elle a au moins réussi avec deux, hein, avec Amiel et avec Gladstone. Il y en a peut-être quelques autres aussi qui ont été, je pense qu'il y en a quand même quelques autres qui ont été touchés par la propagande en question, étant donné que c'est dans l'air du temps désormais d'expliquer
que la perte de substance, la perte de semence est une destruction. Et le XVIIIe siècle précisément est en train d'inventer des philosophies du juste milieu. Des philosophies qui sont aussi du capitalisme. Il faut accumuler, il ne faut pas trop dépenser, ni sexuellement, ni autrement. Je veux dire, tout est dans le même ordre de choses. Et pour moi, ça a d'ailleurs une importance cruciale de voir le XVIIIe siècle inventer en même temps des économies sexuelles et la conquête du globe, par ailleurs, et puis des économies qui aboutissent au capitalisme. C'est une psychologie d'ensemble, c'est une idée comme quoi il faut absolument concentrer les forces, concentrer la substance, et que la sexualité est un danger. C'est-à-dire que l'érotisme ne peut pas être une consommation permanente. C'est une idée, en somme, de faites attention à certains excès. Rêver. Le XVIIIe siècle, ce sont beaucoup de rêves érotiques, et on voit d'ailleurs apparaître en Angleterre, par exemple, des clubs d'esthètes, les dilettanti de Londres, dont le principal plaisir est de regarder des statues de femmes nues et des beaux tableaux de femmes nues. Ils se mettent à collectionner les statues antiques et à faire toute une série de productions esthétiques qui sont licites, puisque c'est une sorte de manière de regarder une beauté non charnelle, en d'autres termes. Une beauté épilée, par exemple, une beauté dont on ne montrera pas la nature animale, en d'autres termes, mais esthétisée. L'invention d'une sorte de transmutation de l'excès sexuel vers l'esthétisme, vers beaucoup d'autres choses, en d'autres termes. Le XIXe siècle, qui semble en quelques mots avoir remis le balancier du côté de la répression, ne fait que continuer cela, en d'autres termes. C'est au XIXe siècle une idéologie, on appelle ça les victoriens anglais, vous savez, ces Anglais qui ne pouvaient absolument pas voir un pied de femme sans tomber en pamoison. Parce que c'était d'un érotisme torride, à tel point qu'il voilait d'étoffe les pieds des pianos. Et qu'il se plaisait aussi à regarder les élégantes soulever leurs longues robes, parce que le climat anglais est quand même pas extraordinaire, pour traverser les chemins boueux et à ce moment-là contempler la courbe du mollet de la femme en question. On a des variations extraordinaires là-dessus, parce que tout simplement il y a effectivement la continuité du corps caché et du corps interdit, avec l'accent toujours mis sur l'amour à l'intérieur, le sexe à l'intérieur du mariage, mais un mariage assagi, où la bonne dame victorienne, mais c'est vrai en France aussi, exactement à la même époque, va, pendant l'acte charnel, penser à l'Angleterre ou à la France, selon les cas, et où on inventera des chemises de nuit qui, par quelques ouvertures seulement, permettent de faire ce qu'il faut, que la nature exige, pour avoir des enfants, mais le plus vite possible, etc. Il y a même quelques anecdotes sur un esthète qui avait l'habitude de décrire magnifiquement des statues nues antiques grecques, qui, lorsqu'il s'est marié, paraît-il, est tombé évanoui lorsque sa femme s'est dénudée devant lui, parce qu'il a vu qu'elle avait au milieu du corps quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de voir sur les statues en question. Et c'est d'ailleurs l'une des fascinations des amateurs anglais du XIXe siècle, de Lewis Carroll par exemple, des petites filles, parce que les petites filles sont impubères et qu'elles n'ont pas cette animalité apparente. Il y a toute une série de choses qui tournent autour de ces phénomènes. Mais ce qui se passe de plus important, aussi bien en France, en Angleterre qu'en Allemagne d'ailleurs, c'est au XIXe siècle la prise du pouvoir par les médecins. Prise du pouvoir sexuel par les médecins,
avec une idée qui est une idée du juste milieu et de l'économie libidinale, avant Freud. C'est-à-dire de l'idée que l'on trouve chez Broca, que l'on trouve chez beaucoup d'autres médecins, que le sexe tue. Trop de sexe, et même un peu trop de sexe, ça vous conduit à la mort. C'est-à-dire vous avez un capital sexuel, un capital interne sur tout l'homme, qui n'est pas inépuisable. Donc, la masturbation est un des grands thèmes du XIXe siècle. On a des cabinets médicaux à Paris qui vous présentent les ravages de la masturbation, une maladie terrible, qui vous conduit en moins d'un an, un adolescent magnifique et sain de 18 ans, à devenir un cadavre pourrissant sur un grabat, avec des mannequins qui présentent les stades de l'évolution de la maladie. Je ne vous parle pas des expérimentations qu'ils ont faites à l'époque, sauf pour quelques cas. On pratiquait en Angleterre et en France, pour éviter la masturbation, parce que malheureusement on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas moyen de vraiment l'empêcher, on pratiquait avec des objets de diverses natures, c'est-à-dire des ceintures de chasteté pour les filles et des ceintures de chasteté à dents se fermant en cas d'érection pour les garçons. Et certains médecins pratiquaient, notamment en Angleterre, la cautérisation de l'urètre pour les garçons. Quand ils avaient trop l'habitude de se toucher, on leur cautérisait l'urètre. Et Broca raconte pour les petites filles, il dit oui, il y a un cas qui m'a beaucoup embêté, c'est une communication à l'Académie de médecine, il y a un cas qui m'a beaucoup embêté, il y avait une petite fille de 3-4 ans, je ne sais plus, qui se masturbait énormément, donc je lui ai mis une ceinture de chasteté. Mais comme elle était extrêmement habile et souple, elle réussissait à se masturber avec son doigt de pied. Donc, j'étais obligé de pratiquer l'infibulation. Je sais bien que c'est quelque chose qu'il ne faut pas conseiller à tout le monde, mais je ne pouvais pas faire autrement pour son bien et pour sa vie future. Donc, vous voyez l'importance que ça peut prendre dans une société, quelque chose qui n'est pas un jugement, je dirais, médical, entre guillemets, éternel. C'est quelque chose qui est de son temps. Il est certain qu'aujourd'hui, on n'a plus, vis-à-vis de la masturbation, exactement la même optique, d'autant plus qu'à la fin du siècle, pour une raison que je ne connais pas, parce que je ne suis qu'un historien, brusquement, les mêmes médecins se sont mis à ne plus considérer la masturbation comme une maladie dangereuse, à considérer comme un vice moral, mais plus comme une maladie dangereuse. Le médecin de Victoria, par exemple, disait oui, il faut surtout lutter contre ce chancre, mais ce n'est pas quelque chose d'aussi épouvantable que l'on disait auparavant. Et pour les hommes mûrs, on leur conseillait surtout d'économiser leur substance, en particulier à partir de l'âge de 50 ans, parce qu'ils pouvaient en mourir s'ils pratiquaient trop d'excès sexuels. Et certains médecins racontent le cas d'un homme, un médecin raconte le cas d'un homme qui a pris de la poudre de cantharide, qui donc s'est laissé aller avec son épouse à toute une série d'actes sexuels pendant la nuit. Le matin, il était encore tellement en forme qu'il a tenté des choses avec une colonne et qu'il est tombé mort, carrément épuisé. Et le médecin conclut, vous voyez, surtout à cet âge, donc il faut faire attention. Bien, la sexualité comme maladie dangereuse. Ça n'empêchait pas par ailleurs les mêmes médecins de considérer, en France comme en Angleterre, que l'épouse vertueuse est une épouse qui n'a pas de jouissance. La femme honnête n'a pas de plaisir, elle fait ça pour son mari, elle fait ça pour la reproduction, en général elle a des migraines, ou elle a la maladie blanche, c'est-à-dire qu'elle est toute blanche parce qu'elle ne sort jamais de chez elle, parce que si elle sort de chez elle, elle va être regardée par des inconnus et ça risque d'être extrêmement gênant pour sa physiologie, sa psychologie et surtout pour le mari, en d'autres termes, etc. Donc les médecins du XIXe siècle ont
une vision de la sexualité qui est extraordinairement importante à mon avis, ils ont remplacé le confesseur, c'est-à-dire ils donnent les éléments d'une conduite qui est une conduite de la modération. Soyez modérés en toutes choses, évitez les excès de toute façon et pensez que votre capital est un capital limité en d'autres termes. Pour aller vite, je vous parle du changement qui s'est produit. Je n'ai pas le temps de parler des sexologues, de Freud, et puis de l'apparition de la sexologie. C'est quelque chose qui s'est mis en place à partir de la fin du XIXe siècle et par la suite. Mais, disons, les grandes ruptures de ce modèle, qui est un modèle sinueux, comme vous le voyez. Il y a des moments où on réprime très fort en théorie, il y a des moments où ça se libère, puis il y a aussi de temps en temps des périodes un peu folles, comme précisément la Belle Époque en France, ou les lendemains de guerre, les moments où les jupes des femmes raccourcissent, qui ne sont pas obligatoirement des moments faciles pour l'ego masculin, etc. Mais le changement le plus important que je vois dans les 4 ou 5 derniers siècles est très récent. Il s'est situé aux alentours des années 1960-70. Il est venu essentiellement de toute une série de changements qui ont affecté apparemment techniquement la relation sexuelle. C'est l'invention de la pilule. C'est aussi toute une série d'évolutions qui aboutissent à notre temps, c'est-à-dire la possibilité de ne plus avoir un partenaire pour être fécondé, par exemple. C'est en somme la libération de la sexualité féminine et la réapparition de la possibilité du plaisir féminin, qui n'est pas une évidence. Si vous lisez les livres de Sheer Height, la féministe américaine, qui est peut-être un peu excessive, elle a beaucoup de choses à dire sur cela jusqu'au milieu des années 1950, et le rapport de Kinsey vers des années 1950 en dit autant, le rapport Masters et Johnson, qui est un peu postérieur, qui est le premier à avoir parlé de la jouissance féminine et à l'avoir étudié en laboratoire, marque également une sorte de rupture importante, mais disons que l'essentiel, au fond, s'est passé dans l'affaiblissement, en particulier en Europe, de ce qu'on peut appeler le système patriarcal, c'est-à-dire essentiellement de ce mariage qui était un mariage extrêmement inégal, dans lequel l'homme a toujours eu, soit par droit religieux et moral, soit à cause de la vulgate médicale, le haut du pavé et la domination non seulement de la pratique sociale du mariage, mais de la sexualité et notamment de la sexualité de son épouse. À voir par exemple le film qui est paru récemment, qui s'appelle Gabrielle, et qui raconte une histoire de femmes frustrées dans un 19e siècle, tout à fait bien mis en scène dans les relations entre hommes et femmes. Je crois que ce qui a vraiment changé, c'est le fait que le mariage en tant qu'élément d'une domination sexuelle de l'homme sur la femme, l'homme disant la vérité, c'est-à-dire aidé par une série de savoirs, disant il n'est pas possible que, ou la femme n'a pas le droit d'aller jusque, et puis l'homme ayant le droit à un double standard de comportement, mais pas la femme officiellement, quoique la femme s'est vengée, elle l'a toujours eu. Pensez à la reine Margot, Marguerite de Valois, dans certains cadres, pensez à cette Gabrielle du 19e siècle, pensez aussi à ce qu'une de mes collègues a découvert récemment, des lettres érotique d'une femme mariée à son amant au XIXe siècle qu'elle a publié. Mais c'était caché, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit d'exprimer licitement qu'elle pouvait chercher du plaisir et en particulier qu'elle le faisait en dehors du mariage. C'est surtout ça qui a changé dans notre univers européen. C'est pas encore véritablement changé aux États-Unis, où le mariage reste également marqué par cette
nécessité d'être absolument hétérosexuel. Un seul État américain permet le mariage gay actuellement, le Massachusetts, et est en voie de restriction récente, dire qu'il y a toute une série d'interdits qui viennent d'être pris récemment à ce sujet, même en Massachusetts. Donc le mariage a très profondément changé en Europe. Ça ne veut pas dire que le couple est condamné, je suis très optimiste, je ne suis pas du tout comme ma collègue Yvonne Knibiller qui croit que depuis les années 1970, on n'a pas réussi du côté féminin les conquêtes qui étaient espérées par les féministes des années 1970. Je pense qu'il y a eu un ébranlement fondamental qui est techniquement des pouvoirs qui sont aux mains des femmes, la pilule, mais aussi le droit de disjoindre le plaisir et la reproduction, qui était un interdit majeur jusque-là. Ça ne veut pas dire qu'elles vont l'utiliser, parce que ça dépend aussi de leur psychologie, de leur formation, de leur culture, de la pesanteur de leur propre mère sur elles, et puis de leur relation avec elles-mêmes, si je puis dire. Mais il existe maintenant une série de phénomènes qui font que les vieux systèmes de domination de la sexualité homme-femme sont en train de muer. Et qu'en Europe, par exemple, on voit se manifester à une vitesse vertigineuse dans des pays où on ne l'attend pas, par exemple en Espagne, la possibilité du mariage homosexuel, qui est en train d'être officialisé par le gouvernement espagnol, dans d'autres pays également, où c'est permis, dans d'autres pays européens, et une latitude sexuelle qui n'est pas une liberté. Je conclurai en disant, pour laisser un peu de temps au reste, excusez-moi d'avoir été trop long, que la liberté sexuelle n'existe jamais. Il y a toujours une pesanteur sociale, mais elle est toujours orientée d'une manière qui convient plus ou moins bien à tel ou tel sexe. Dans notre Occident, ça a longtemps été une façon des mâles de se donner la primauté et de pouvoir obtenir un maximum de choses à l'intérieur du mariage comme en dehors, ce qui n'est pas le cas de toutes les civilisations. Pensez par exemple au Kama Sutra indien, c'est-à-dire à la civilisation érotique indienne qui vise le sexe d'une autre manière. Mais dans notre Occident, depuis une trentaine d'années, il y a des ébranlements fondamentaux qui sont intéressants, plus pour l'homme que pour l'historien, parce que là, je quitte évidemment le domaine de mes compétences et je ne saurais pas dire dans quelle direction les choses vont évoluer. Excusez-moi d'avoir été un peu long, je passe la parole à mon voisin. Mon intervention sera très brève, ça sera une sorte de coda, c'est le terme latin, italien pour que. Ce sera une toute petite coda à l'exposé magistral que nous venons d'avoir. J'aimerais simplement revenir pour des raisons à la fois locales et parce que ce sont essentiellement mes compétences se sont concentrées comme historien sur ce point-là, à savoir l'onanisme. Et tout particulièrement, localement, nous avons, vous le savez peut-être, une gloire dans ce domaine qui est le docteur Tissot qui a vécu au XVIIIe siècle. Je connais certains d'entre vous dans cette salle qui habitent, qui sont locataires de la rue Tissot. Ceux qui ne savent pas qui était Tissot, il s'agit d'un médecin qui a connu une gloire mondiale au XVIIIe siècle. Et je pense que c'est probablement un des personnages les plus importants de la culture sexuelle, en tout cas au XVIIIe siècle. Vous ne me contredirez pas, je pense. J'en avais largement traité dans votre ouvrage. Ce Tissot est un médecin qui naît en 1728 et qui meurt en 1798, ici à Lausanne, enfin qui vit dans le Pays de Vaud et qui exerce la majeure partie de sa vie à Lausanne. Et il est connu comme, on vous l'a indiqué tout à l'heure, il est un de ses titres de gloire, c'est précisément d'avoir traité de l'onanisme. Il en a traité dans un ouvrage, j'aimerais simplement attirer votre attention, ensuite on aura le temps pour différentes questions et interventions de votre part, dans un ouvrage qui s'appelle L'onanisme, ici j'en ai un exemplaire,
Il a été retiré en 1991, curieusement, à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération helvétique. Je n'ai pas très bien compris, mais c'est bien l'occasion à laquelle on a pensé bon rééditer cet ouvrage qui est apparu pour la première fois en 1758 en latin et 2 ans plus tard traduit en français, mais avec quelques passages conservés en latin pour des raisons, disons, de pudeur typographique, si je puis dire. Cet ouvrage est un phénomène à plusieurs titres. C'est d'abord un phénomène éditorial extraordinaire. Je pense qu'il y a peu d'équivalents dans la littérature, toute confondue, en tout cas au XVIIIe siècle. Peu d'équivalents du point de vue du succès de ce type d'ouvrage. Silvio Corsini, qui est conservateur des livres anciens à la bibliothèque cantonale universitaire, a dénombré jusqu'en 1906, je crois que c'est la dernière édition ancienne, avant celle-ci, avant celle du 700e, plus de 56 éditions en français. Ce qui est tout à fait considérable, c'est 56 éditions officielles en français. Un nombre innombrable, c'est-à-dire non dénombrable réellement, de contrefaçons, de plagiats, de copies en français a circulé pratiquement dès le début, dès sa parution, en tout cas dans toute la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, ainsi qu'un très grand nombre de traductions. On en a traduit en grec, en polonais, en anglais, en allemand, etc. Mais très rapidement après sa parution en français. Donc, si vous voulez, il y a le phénomène éditorial qui signale quelque chose que Robert Mouchamblet vous a indiqué tout à l'heure, à savoir tout à coup cette énorme préoccupation qui signale donc un succès éditorial et une consommation de ce type d'ouvrages et de littérature au XVIIIe siècle et plus tard également au XIXe siècle, qui montre bien l'intérêt pour cette espèce de pratique sexuelle dont je vous dis maintenant quelques mots, du moins la façon dont Samuel Auguste Tissot l'envisage. Donc un intérêt éditorial tout à fait manifeste qui signe bien que quelque chose se passe avec la question de l'onanisme. On est donc dans le XVIIIe siècle où, comme on vous l'a montré tout à l'heure, une sorte de siècle apparemment pris pour une sorte de siècle de libération sexuelle, mais une libération sexuelle dont on voit bien, à travers un ouvrage comme celui-ci, qu'elle ne manque pas d'ambiguïté ou d'ombre. Puisque, de quoi est-il question dans l'onanisme? Il est question, en effet, des extraordinaires dangers médicaux qu'encourt l'onaniste, celui qui s'adonne à cette pratique. J'aimerais simplement vous lire le portrait d'un horloger, parce que nous sommes en Suisse, et que les horlogers sont particulièrement... Enfin, c'est le premier cas, c'est le cas le plus... le premier cas, la première observation qu'utilise Tissot. Tissot, pour démontrer les dangers médicaux de l'onanisme, et c'est sans doute ce qui a tant frappé ses contemporains, fait appel à un talent véritablement littéraire. Au fond, pour démontrer... il s'agit à la fois de démontrer les dangers de l'onanisme, mais aussi de les montrer. Et je pense que dans sa description des dangers qui frappent un onaniste, c'est sans doute cette espèce d'attrait extraordinaire littéraire que peut avoir un portrait comme celui-ci, qui a sans doute été une des raisons du succès littéraire, on peut le dire, de Tissot. On comprend peut-être un petit peu mieux pourquoi, au 700e anniversaire de la Confédération, on a célébré cet ouvrage comme une des réussites littéraires helvétiques. Et je pense que, de ce point de vue, c'est assez vrai. Je vais vous lire quelques lignes et vous serez convaincus du portrait de L.D., horloger, qui avait été sage et avait joui d'une bonne santé jusqu'à l'âge de 17 ans. À cette époque, il se livra à la masturbation qu'il réitérait tous les jours, souvent jusqu'à 3 fois. Et l'éjaculation était toujours précédée et accompagnée d'une légère perte de connaissance et d'un mouvement convulsif dans les muscles extenseurs de la tête, qui la retirait fortement en arrière pendant que le col se gonflait extraordinairement. Le cou. Il ne s'était pas écoulé un an qu'il commença à sentir une grande faiblesse après chaque acte. Cet avis ne fut pas suffisant pour le retirer du bourbier. Son âme, déjà toute livrée à ses ordures, n'était plus capable d'autres idées, et les réitérations de son crime devinrent tous les jours plus fréquentes, jusqu'à ce qu'il se trouvât dans un état qui lui fit craindre la mort. Sage, trop tard, le mal avait déjà fait tant de progrès qu'il ne pouvait être guéri. Et les parties génitales étaient devenues si irritables et si faibles qu'il n'était plus besoin d'un nouvel acte de la part de cet infortuné pour faire épancher la semence. L'irritation la plus légère procurait sur le champ une érection imparfaite qui était immédiatement suivie d'une évacuation de cette liqueur qui augmentait journellement sa faiblesse. Ce spasme, qu'il n'éprouvait auparavant que dans le temps de la consommation de l'acte,
qui cessait en même temps, était devenu habituel. Il attaquait souvent sans aucune cause apparente et d'une façon si violente que pendant tout le temps de l'accès, qui durait quelquefois 15 heures, et jamais moins de 8, il éprouvait dans toute la partie postérieure du col des douleurs si violentes qu'il possède ordinairement, non pas des cris, mais des hurlements. Il lui était impossible pendant tout ce temps-là d'avaler rien de liquide ou de solide. Sa voix était devenue enrouée, mais je n'ai pas remarqué qu'elle le fût davantage dans le temps de l'accès. Il perdit totalement ses forces. Obligé de renoncer à sa profession, incapable de tout, accablé de misère, il languit presque sans secours pendant quelques mois, d'autant plus à plaindre qu'un reste de mémoire, qui ne tarda pas à s'évanouir, ne servait qu'à lui rappeler sans cesse les causes de son malheur et à l'augmenter de toute l'horreur des remords. Ayant appris son état, je me rendis chez lui, je trouvais moins un être vivant qu'un cadavre, gisant sur la paille, maigre, pâle, sale, répandant une odeur infecte, presque incapable d'aucun mouvement. J'arrête là la description. La fin, vous la devinez, c'est la mort à brève échéance. En effet, une mort extraordinaire. Alors, la description est très rapide, elle est spectaculaire, elle a ses qualités littéraires. Elle renvoie, et j'aimerais terminer là-dessus, effectivement, sur l'idée qu'a évoquée Robert Mouchemblé de cette ère du temps, de l'époque, de l'importance et du drame que peut être la dépense inutile. La dépense inutile, qu'elle soit économique ou la nécessité d'accumuler, de retenir, d'une modération, le masturbateur ici fait figure de celui qui s'épanche continuellement. Même lorsqu'il ne se masturbe pas, comme c'est le cas de notre horloger LD, eh bien, la mécanique, si je puis dire, est entièrement déréglée, comme une montre qui aurait perdu tout son ressort, et il y a une sorte d'effusion de liquide extraordinaire. Et ça renvoie donc au fond à une notion d'un corps qui est un corps contenu, qui est un équilibre subtil d'humeur, dont la plus précieuse est la semence masculine, en effet. Et vous avez cité tout à l'heure Amiel, qui reprend des théories médicales, qui essaie d'évaluer le prix, en quelque sorte, le capital de ces différentes semences ou ces humeurs que nous contenons dans notre corps. Et la semence masculine est par exemple estimée à 30 ou 40 fois le prix, si je puis dire, le prix sanitaire de celle du sang. Donner 40 onces de votre sang, c'est comme donner une once de votre sperme. Donc une économie libidinale, mais une économie physique cruciale, qui est en parfait accord avec d'autres idées qui ont lieu dans d'autres sphères des rapports humains, notamment les rapports économiques. C'est donc à ce titre-là qu'il est sans doute qu'il faut considérer peut-être le succès extraordinaire de ce discours anti-masturbatoire qui, comme Robert Mouchemblé l'a signalé, aura une vigueur extraordinaire tout le long du XIXe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. Au fond, cette période victorienne dont vous parliez, qui est relayée par les médecins et qui aura une vigueur extraordinaire jusqu'à la fin du XIXe siècle, et sans doute dans nos consciences, peut-être encore plus récemment. Vous citez le cas de pratiques dans les écoles, de pratiques d'interdiction dans les écoles militaires américaines qui peut-être perdurent encore aujourd'hui. C'est une occasion assez intéressante de penser les rapports de la médecine et de la société, la médecine qui n'est jamais déliée de son rapport à la société, qui est profondément travaillée des valeurs de cette société. C'est en tout cas une des leçons qu'on peut tirer, je crois, de cette lecture de l'analysme que je vous recommande de lire pour ses qualités, en tout cas proprement littéraires. Je vais m'arrêter là dans mon intervention. Je crois qu'on a surtout du temps à ne pas perdre, à ne pas gaspiller, à poser des questions à notre invité. Merci de votre attention.